Ça peut aller jusqu'à 500K de followers, tu vois, c'est quand même pas mal, tu vois, parce que c'est partager le quotidien finalement d'un chien ou d'un chat. Alors aux États-Unis, c'est encore au-delà. Aux États-Unis, c'est des millions et ils sont, pour certains, complètement stars et qui sont devenus multimillionnaires. C'est un chat bigou. Il est noir d'un côté et complètement gris de l'autre. T'as l'impression qu'il est photoshopé, tu vois. Et il a fait des télés au Japon, aux États-Unis. Enfin, il y a un énorme engouement. Et là, les gens le suivent parce qu'il est extraordinaire. Veridoctrip, tu vois, c'est un site qui est un peu le Airbnb, mais pour être sûr que ton animal, il est bien accepté. On vient d'ouvrir dans le 17e The Doggery, qui est le premier social club canin. Tu peux mettre ton animal à la crèche. Il a un parc de loisirs avec une piscine à boules, des toboggans. Bienvenue dans Brandzone, le podcast qui décrypte les stratégies d'influence, de branding et de communication sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, des experts et des créateurs te partagent leur parcours et leurs conseils pour développer ton image et ton activité. Bonjour Yohan, aujourd'hui nous te recevons dans le podcast Brandzone où on parle influence. Tu as monté une agence qui s'appelle YLG, qui est un peu particulière parce qu'elle est sur un secteur un peu spécifique, en tout cas qui marche bien. Est-ce que tu peux du coup nous présenter un peu ton parcours et ton agence du coup ? Ouais, avec plaisir, Benoît. Déjà, bonjour et merci de me recevoir. Avec plaisir. Et écoute, cette agence, c'est une agence d'abord de passion, parce que moi, ma passion, c'est les chiens et les chats, enfin les animaux de manière générale, mais les chiens et les chats plus particulièrement. Et donc, cette agence, elle va avoir 10 ans. C'est vraiment devenu une agence de communication qui ne l'était pas au début, tu vois, c'est vraiment au fur et à mesure. J'ai souvent tendance à le dire, mais c'est vrai que c'est les clients qui ont fait l'agence, parce que c'est à force de nous demander, tu vois, un service en plus ou quelque chose en plus qui a fait qu'on a grossi, qu'on a rajouté des pôles qu'on n'avait pas au début, etc. Et donc, elle est divisée en différents pôles. Donc, tu as le pôle relations presse, où là, c'est tout simplement les relations avec les journalistes, que ce soit télé, radio, web, print. Le but, c'est que les clients vont nous parler d'un service, d'un événement, etc. Et que nous, on va faire en sorte d'activer la presse qui va venir. Donc, tu ne payes pas de parution presse. C'est vraiment, nous, notre rôle, c'est d'inviter les journalistes ou de faire en sorte à ce qu'ils écrivent un papier ou un reportage sur nos clients. Après, on a le pôle qui concerne particulièrement ce podcast, puisque c'est le pôle influence, où ça, c'est vraiment un pôle historique de l'agence, parce que en fait, quand on l'a lancé, c'était les débuts de l'influence sur Instagram, parce que c'était l'avènement d'Instagram. Je crois qu'Instagram a dû naître en 2014, donc 2 ans avant l'agence, et ça a commencé au début. On les appelait même pas vraiment les influenceurs, c'était les blogueurs qui avaient d'abord des blogs, tu sais, c'était vraiment la folie des blogs. Il y avait plein de reportages d'ailleurs à la télé là-dessus. Et les blogueurs sont très rapidement arrivés sur Instagram. Et donc nous, en fait, c'était les débuts et très vite, on a commencé à faire l'influence. Donc on va dire, avec les relations presse, c'est les 2 pôles historiques de l'agence. Après, on a un pôle social media. Donc on gère les réseaux sociaux de quasiment les 3/4 de nos clients. Après, on a un pôle SEO, SEA. Donc là, c'est un peu plus technique, mais c'est le référencement naturel et le référencement payant en ligne. Après, on a un gros pôle qui est un pôle événementiel, où là, on va organiser des lancements de marques, des anniversaires de marques, des services, toutes sortes de choses autour de la problématique de nos clients. Et généralement, nous, on a quand même la particularité, c'est qu'on organise des événements avec des animaux et particulièrement des chiens. Donc, ça peut vite devenir très joyeux. Après, on a un pôle production de contenu, donc photo, vidéo, ça va de la pub télé en passant par la production de contenu web. Et enfin, on a un pôle business development où là, on va plutôt accompagner les clients qui sont plutôt des startups ou des PME là. Donc, on pas vraiment de force intégrée sur un peu des partenariats qu'ils pourraient faire, des business qu'ils pourraient aller chercher, etc., etc. Donc en fait, ton agence est vraiment dédiée à 100% au monde animalier, donc tu as des clients qui sont que là-dedans. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'agence ? Alors on est 35 dans l'agence, donc avec la particularité c'est que ils sont quand même tous évidemment une patte dans la com, mais que le plus important c'est quand même l'expertise sur les animaux, puisque ça après nous on peut former sur la com, etc. Généralement ils arrivent, ils sont déjà à peu près formés. Puis surtout, on en a pas mal qui sont déjà qui sont eux-mêmes des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Franchement, je pense que la moitié à l'agence, ils sont eux-mêmes créateurs de contenu. Donc, ils font des montages, ils comprennent les stratégies, ils comprennent la vente, etc. Ouais, c'est assez pratique. Et par contre, ils sont tous passionnés et experts des animaux, puisque nous, effectivement, les clients, ils pourraient prendre une autre agence de com que nous. Nous, c'est qu'on a le réseau dans cet univers, on est identifié tel quel, tu vois. Donc si un journaliste il a envie de faire un papier sur les animaux, moi j'ai des clics qui va nous appeler parce qu'il sait qu'on va avoir à peu près les dernières nouveautés, qu'on va pouvoir lui dire tu vois il y a ça qui vient de sortir, c'est absolument fou, il faut que tu le mettes et tout. Et surtout c'est que une autre agence, tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais ils te mettent un Doberman.
Bon, ils vont te mettre un Doberman avec les oreilles et la queue coupée, puisque dans l'imaginaire collectif, c'est ça. Ouais. Alors que ça fait depuis 2008, c'est illégal de couper les queues et les oreilles des chiens, et donc des Doberman en particulier, parce que c'est une des races qui était, on va dire, le plus identifiée telle quelle. Et non, c'est un petit exemple très généraliste, puisque pour que les gens puissent s'identifier. Mais c'est pour ça qu'ils viennent nous chercher. Ouais, c'est pour vraiment une expertise et un œil sur ça c'est ok, ça c'est pas ok. Là l'animal il est bien sur le tournage, pas de problème. Versus d'autres qui verraient pas que l'animal est en mal-être ou est pas heureux d'être là. Enfin, nous on connaît tous les signaux qui font que tout va bien se passer. Et quand tu as créé l'agence, du coup, donc à la base c'était parti d'une passion comme tu l'expliques. Et est-ce que tu t'es pas dit tiens c'est un peu risqué parce que c'est quand même un marché pas connu en tout cas à l'époque. Et comment t'expliques aujourd'hui le succès de cette agence qui fait qu'aujourd'hui vous êtes leader sur le marché et que l'agence c'était un vrai carton du coup? Alors, est-ce que c'était risqué? Je pense que oui. Moi, en plus, je sortais d'un grand groupe, où en tout cas, tout allait bien et que je gagnais bien ma vie, etc. Donc, vraiment, c'était un peu risqué, oui. Après, j'étais tout seul. À cette époque, j'habitais en Suisse et du coup, j'arrivais à Paris. J'étais pas fan de Paris à l'époque, en plus. Donc, tu vois, c'était un peu le changement de vie complet. J'imagine. Ouais, et vraiment en fait je me suis dit je me laisse 2 ans, et c'est vrai que il y a des dispositions en France, et je le dis pour ceux qui souhaiteraient monter une boîte. Alors je crois que ça a un peu changé à la suite des gouvernements successifs, mais il y a un dispositif qui s'appelle l'ACRE qui permet quand même de maintenir ton chômage et de pouvoir lancer une entreprise. Et j'avoue que moi ça m'a vachement aidé. C'est la première année. On n'a pas été sur un succès phénoménal, tu vois. J'ai dû faire 4 factures dans l'année, enfin pour c'est plus déjà... Oui, c'est déjà bien, mais je veux dire pour du consulting, voilà, on n'était pas, c'était très bien, mais pas de quoi se dire super, je vais en vivre demain, tu vois. Donc première année un peu difficile. Et après, la première année, les suivantes, c'était complètement parti, quoi. Mais elle est quand même venue rapidement me rejoindre. Et après Andrea, après Charlène, et après ça, la famille n'a fait que croître. Mais donc, oui, c'est un peu compliqué, mais comme je te le disais en préambule, c'est vraiment les clients qui ont fait la force de l'agence, puisque déjà, et je les remercie, ils sont très fidèles à l'agence. Et après, vu que eux, parfois, ils ont besoin, je te dis, d'un service ou autre en plus, du coup, nous, on va le faire, on va le développer, et on va pouvoir leur proposer la solution. Et après, d'autres vont venir pour cette solution-là et vont en prendre d'autres derrière. Enfin, c'est vraiment un peu comme ça que ça se passe, ouais. D'accord. Et alors concrètement, par exemple, quand une marque vient te voir en te disant tiens, on veut lancer par exemple une campagne d'influence, donc j'imagine que tu as déjà toi des talents référencés au sein de l'agence. D'ailleurs, je crois que certaines célébrités, d'autres un peu moins connues, et parfois ce sont un peu les animaux qui sont un peu les stars. Comment tu fais cette sélection? Et est-ce que parfois il y a des animaux, ou en tout cas des chiens ou des chats, qui sont limite un peu plus stars que les gens qui en sont propriétaires du coup? Alors ça c'est sûr. Donc effectivement, nous on travaille avec 2 types de profils à l'agence. C'est ce qu'on appelle la pet influence. Donc nous on travaille beaucoup plus avec des pet influenceurs que des influenceurs. Donc les pet influenceurs, c'est tout simplement pour animaux influenceurs. Donc des chiens, des chats, ça peut être des lapins, etc. Mais évidemment nous dans la majeure partie ça va quand même rester des chiens et des chats qui ont des gros comptes sur les réseaux sociaux. Quand tu dis gros, c'est quel type de... Ça peut aller jusqu'à 500K de followers, tu vois, c'est quand même pas mal. Tu vois, parce que c'est partager le quotidien finalement d'un chien ou d'un chat. Et alors aux États-Unis, c'est encore au-delà. Aux États-Unis, c'est des millions, et ils sont, pour certains, Nala the Cat, Grumpy Cat, bon, il est décédé, mais il y a vraiment des profils aux États-Unis qui sont complètement stars et qui sont devenus multimillionnaires en lançant des marques de croquettes, de la pub télé. Enfin, c'est aux États-Unis. Bon, évidemment, tout est à l'échelle du continent américain, mais aux États-Unis, c'est vraiment un secteur qui est très développé. Tu as des grosses agences à New York et Los Angeles qui, eux, sont pas une agence de com comme nous, mais sont des agences d'influence pour animaux et qui cartonnent. Enfin, je veux dire, tu vois, on en rêverait en France, tu vois. Mais donc nous, on en a quand même pas mal. Donc la pet influence, c'est vraiment ces comptes qui sont gérés par les humains. Mais qui prennent la parole au nom de leurs animaux. Donc parfois ça va être très humoristique, parfois la ligne éditoriale ça va plutôt être dans le conseil. Et l'avantage en fait de ces comptes, c'est que pour nous, donc pour les annonceurs, les marques, c'est que par exemple Malcolm Ziakita, c'est le chien de May, mon associé, et donc qui est un gros talent sur les réseaux sociaux.
tout confondu, je pense tout réseau, il doit être à 200K et il a été récompensé du Best Animal Account au Festival de Cannes, au World Blogger and Influencer Award. Donc t'as organisé, je crois. Non, ça c'est pas moi qui D'accord, l'organise. Ça c'est vraiment, c'est complètement international et t'as vraiment des gros créateurs de contenu qui sont là. Hein, tu vois, enfin vraiment là c'est les plus grands influenceurs de la planète viennent recevoir des prix et lui il a reçu le prix du meilleur animal account et typiquement lui c'est un Akita américain donc il fait 55 kilos et du coup les gens qui vont le suivre sont des gens qui sont propriétaires de gros chiens. Donc pour une marque, en fonction de, tu vois, si t'as plutôt un produit qui va être pour un gros chien ou autre, nous, ça nous permet vraiment de pouvoir adapter à qui on parle, en fait. Donc, dans la stratégie, c'est assez... ça rend la chose plus simple et surtout plus héroïste. Donc, c'est-à-dire un retour sur investissement qui est assez direct. Et surtout, par rapport au lifestyle, toutes les études le montrent un peu, les comptes avec animaux ont quasiment 2 fois plus d'engagement. Donc, le taux d'engagement, c'est le ratio entre la communauté et like, commentaires. Et c'est vrai que parfois, ça va faire un peu rager les lifestyles parce que, eux, ils ont vraiment un engagement qui est fou. Mais parce que les gens ont l'impression que c'est un peu leur chien, quoi. Ils disent, coucou mon grand, est-ce que t'as bien dormi? Enfin, les commentaires parfois sont assez lunaires, tu vois. Tu te dis, mais ils pensent vraiment que c'est leur chien, en fait, tu vois. Et ouais, tu vois, c'est un peu la magie du digital, c'est que les gens ont l'impression de vivre avec, c'est de leur famille et tout. Et après, les lifestyles avec qui on bosse, bien évidemment, c'est qu'ils ont un animal, en fait. Et qu'en plus, on le voit quand même régulièrement sur le compte. On va pas, on va dire, tu vas avoir quelques talents opportunistes qui vont venir, se dire, ah, super, une agence de com sur les animaux, j'ai mon labrador, nickel, je vais pouvoir me faire une campagne, quoi. Mais par contre, si effectivement l'animal il est jamais présent, ce qui arrive souvent, il est pas présent dans le feed ou en story ou une fois tous les 36 du mois, ça on n'active pas. Faut vraiment qu'il y ait une relation avec l'animal, qu'il soit présent, qu'on le voit bien. Ça c'est hyper important pour nous. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un, un créateur, un jeune créateur qui souhaiterait se lancer sur ce secteur? Parce que j'imagine que une fois que tu t'es baladé avec ton chien, que tu fais 2-3 stories, une belle balade, faut quand même raconter un peu du contenu, comme pourrait le faire un créateur de contenu, je sais pas, sur la beauté ou sur le sport. Quel type de contenu on peut faire avec des animaux du coup? Alors, le premier déjà c'est d'être authentique. Ça c'est le premier conseil à donner parce que je pense que c'est quand même ce qui marche. Et surtout c'est quand même, moi je le vois avec tous ces comptes qu'on gère depuis des années finalement, parce qu'on active plus de 1000 influenceurs généralement par an, sachant qu'il y en a plein qu'on va activer plusieurs fois. Et vraiment c'est d'être authentique parce que c'est pour ça que la communauté va te suivre et c'est aussi pour ça que tu vas pas te lasser. Parce que si tu essaies de jouer un rôle ou quelque chose que tu n'es pas ou que tu représentes pas, tu peux très vite te lasser. Et on voit vraiment ceux qui sont là depuis des années dans la place, c'est vraiment ceux qui partagent avec authenticité le contenu. Donc ça, c'est le premier. Et après, évidemment, c'est quand même d'éditorialiser ton compte. Donc, c'est-à-dire de quand même construire un peu un plan. Tu vas pas faire tous les jours, hein, évidemment, mais de un peu qu'est-ce que tu vas raconter, qu'est-ce qu'est ta ligne éditoriale et c'est quoi la promesse que tu donnes aux gens quand ils te suivent. Tu vois, donc si c'est humoristique, si c'est des conseils vétérinaires, si c'est des conseils sur la race que t'as, on a Laetitia à l'agence pareil qui a des Akita et les Akita c'est des chiens assez réactifs qui sont des primitifs, ils sont classés comme primitifs et qui peuvent avoir des comportements assez vite tendus avec un enfant ou avec un autre chien. C'est pas un chien que tu mets dans les mains de n'importe qui, de monsieur madame tout le monde, madame Michu qui n'a jamais eu de chien. Mauvaise idée de lui donner un Akita, tu vois. Et elle a appelé son compte Akita The Real Life et où elle partage son quotidien avec ses Akita et la particularité d'avoir un Akita, pardon. Et ça, c'est vraiment l'univers, tu vois, c'est la promesse. Donc, en fait, tu en as Amazing Narnia. C'est un chat qui, lui, n'a pas spécifiquement de ligne édito et il a gagné un prix au Viba. Je te montrerai la photo. C'est un chat bigou. Il est noir d'un côté et complètement gris de l'autre. Et t'as l'impression qu'il est photoshopé, tu vois. Et il a fait des télés au Japon, aux États-Unis. Enfin, il y a un énorme engouement. Et Narnia, les gens le suivent parce qu'il est extraordinaire. Mais bon, après, et t'en as des animaux comme ça où les gens vont les suivre parce qu'ils ont une particularité de ouf. Grumpy Cat, c'est parce qu'ils tiraient la gueule. T'en as d'autres, c'est parce qu'ils vont avoir des problèmes de poils et qu'ils vont avoir les poils vraiment complètement bizarres. Et c'est pour ça que les gens vont les suivre. Donc ça dépend, mais c'est la ligne édito qui est importante quand même. C'est l'authenticité et la ligne éditoriale et de pas se décourager parce que oui, tu te lançais il y a 10 ans sur Instagram,
tu montais à, enfin, il suffisait que tu aies une photo qui performe, tu prenais 10K de followers dans la nuit limite. Bon, bah, ça existe plus du tout. Donc là, maintenant, c'est de pas se décourager parce que maintenant, c'est un marathon, quoi. Enfin, c'est vraiment, tu montes pas aussi facilement. Et à l'inverse, comment tu conseilles les clients qui viennent te voir? Est-ce qu'ils te disent, tiens, moi, je veux un chien grand, petit? Est-ce que le brief, tu l'as plus par rapport au chien ou au chat en l'occurrence, ou par rapport au maître, ou les deux, ou le binôme? Et quel conseil, du coup, tu peux donner par rapport à ça? En fait, nous déjà, généralement, les marques qu'on va accompagner, elles ont quand même une stratégie business. Elles sont là pour vendre un produit, un service, un événement, enfin, mais elles sont là pour convertir quelque chose. Et évidemment, la conversion va pas être la même si tu pars déjà un grand groupe qui eux vont pas traquer typiquement parce que tous leurs produits sont dans la distribution classique. Donc nous ça va être les animaleries, les sites internet spécialisés, et il y en a partout. Enfin, je pense que tout le monde a dans sa ville une animalerie, enfin du moins dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants, généralement t'as une animalerie, tu vois, voire plusieurs. Et donc nous on va avoir ces marques qui peuvent pas suivre entre guillemets la conso parce qu'ils sont pas digitalisés, parce que tout repose. Donc eux, ils vont plutôt faire de la notoriété pour que les créateurs de contenu disent j'ai trouvé ça chez Maxiso, chez Animali, chez Tom & Co, j'ai trouvé ce produit, il est génial, etc. Et forcément, tu connais, plus t'es une petite marque ou même une PME, plus tu vas avoir besoin d'un retour sur investissement qui est rapide. Et ça, s'il y a une règle, mais qui marche aussi bien en lifestyle qu'en pet influence, c'est que plus le compte est petit, plus il convertit, plus il est grand, plus tu fais la notoriété, mais moins tu convertis. Donc, c'est vraiment... la règle, elle est assez immuable, c'est que, par contre, du coup, faut en activer beaucoup de petits pour arriver au volume, tu vois, que te ferait Nolita ou Caroline Receveur, tu vois, qui en plus convertissent très bien, tu vois. Mais forcément, au ratio... en termes d'engagement, puis pareil, les gros créateurs de contenu, ils vont quand même, ils en vivent déjà, donc ils vont avoir beaucoup de contenu à pousser. En mode, là je vous présente telle crème que je viens d'utiliser, là je vous présente tel produit, là tel voyage, là et en fait du coup ils deviennent rapidement avec beaucoup de produits que évidemment toute la communauté peut pas acheter parce que tu vas pas acheter tout ce qu'ils présentent, enfin c'est impossible. Alors que le nano ou micro-influenceur, lui, il est tellement content quand il fait une collab avec une marque parce que ça arrive pas souvent, que lui versus un talent, tu vois, et t'en connais, mais un talent qui a plusieurs centaines de cas de followers, bon, il va être, le contrat, c'est le contrat, quoi. Mais il signe 3 stories, un reel, il te fait les 3 stories, un reel. Si t'as un peu de chance, il va te faire 4 stories, tu vois, mais c'est vraiment si t'as un peu de chance. Alors que le nano au micro, bon, lui, il est trop content, donc tu vois, il va te faire 10 stories, de reels, tu vois, même si ça arrive de moins en moins aussi, mais quand même, il va être trop content et eux, ils convertissent encore. Donc, nous, ça va moins être sur les profils de chiens et de chats, sauf si, par exemple, tu vois, ça peut être, il y a des compléments alimentaires pour l'arthrose, ce genre de choses sur les animaux. Donc, c'est vraiment très poussé quand même, il y a de tout. Ah, il y a de tout. Tu parlais de voyage encore il y a quelques minutes, là. Ouais, il y a Veridoctrip, tu vois, c'est un site qui est un peu le Airbnb, mais pour être sûr que ton animal il est bien accepté. Tu vois, là, on vient d'ouvrir dans le 17e The Doggery, qui est le premier social club canin où tu peux mettre ton animal à la crèche. Il a un parc de loisirs avec une piscine à boules, des toboggans, etc. T'as un lieu de coworking pour les humains avec un bar. T'as un spa pour chiens. Enfin, en gros, c'est les services que tu trouves et les produits que tu trouves chez les humains. Tu les retrouves quasiment à l'identique chez les chiens et les chats. Enfin, vraiment, les parallèles sont assez faibles finalement. Donc, le marché est vraiment... les chiens et les chats, c'est vraiment en 30 ans, ils sont passés de la niche au lit, quoi. Maintenant, ils dorment dans le lit. Tu vois, un Français sur 3, il dort avec son animal de compagnie. Et en France, c'est encore un peu modéré. Mais au Brésil, il y a déjà plus de chiens que d'enfants. En Chine, ils estiment que c'est dans 5 ans qu'il y aura plus de chiens que d'enfants. En Corée et au Japon, il y a déjà plus de chiens que d'enfants. Mais en Corée, 55% des poussettes sont maintenant vendues pour un chien. C'est fou. Donc tu vois, c'est passé au-dessus des enfants. En même temps, c'est souvent ce qu'on dit aussi quand je prends l'exemple d'un couple marié depuis 15 ans avec 3 enfants.
le mari ou la femme rentre à la maison, le seul qui te court pour te dire bonjour, c'est le chien. C'est ce que dit tout le monde. Et tous mes amis qui ont effectivement pris un chien et qui n'en avaient pas avant, en disant, il y a enfin quelqu'un qui fait la fête quand j'arrive à la maison. Enfin, vraiment, ouais, c'est exactement ça. Et sur le tournage, puisque par définition, c'est jamais, alors évidemment, les chiens sont souvent dressés, pour obéir à tel ou tel ordre, mais comment on fait pour gérer un chien sur un tournage, parce qu'il peut pas forcément faire à la seconde ce que tu veux qu'il souhaite? Et est-ce que tu aurais, je sais pas, une ou deux anecdotes un peu de rigolotes à nous raconter parce que ça s'est pas passé comme tu l'imaginais, ou à l'inverse, t'imagines une séquence et on en a fait une autre, et au contraire, ça fait justement une belle séquence. Alors vraiment là, j'en aurais plein parce que ça se passe toujours comme ça. Vu qu'on travaille avec du vivant et que c'est pas du vivant, c'est pas un mannequin humain à qui tu peux dire souris pas, mets-toi à droite, mets-toi à gauche. Clairement, effectivement, les scènes peuvent vite tourner drôles. Parce que t'imagines qu'il va manger la gamelle et finalement en fait il va la faire valdinguer et se faire des toupies sur lui-même, et du coup ça rend la scène assez rigolote. Mais je serais envie de te dire, les chiens encore ça va, parce que le chien effectivement comme tu le dis, il est éduqué généralement, on y arrive en fonction de la problématique du client. On va même chercher des chiens qui sont des acteurs de cinéma, donc qui ont un maître qui est pour le coup un éducateur. On appelle même ça dresseur pour le cinéma, où t'en as quelques-uns en France, tu vois, t'as Idéfix, enfin, tu vois, t'avais eu, le chien de The Artist, t'as eu dernièrement, Anatomie d'une chute, enfin, t'as vraiment des chiens acteurs que tu peux aller chercher en fonction de la problématique de son client et de ce qu'il veut vraiment. Et, la particularité, par contre, c'est quand tu as un chat. Parce que alors, le chat, par contre, là, bon courage. Ouais. Parce qu'un chat, c'est impétueux de nature, tu vois, ça n'écoute pas de nature. Et donc là, faut vraiment s'armer de patience, que l'environnement soit super calme, que tu puisses un peu, tu vois, trouver ce qui va l'intéresser. Donc, généralement, c'est plutôt un jouet, tu vois, type plumeau, ils aiment bien ça. Les friandises, pas spécifiquement, tu y arrives avec les chiens, mais les chats, ils réagissent pas trop à la friandise. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué, et surtout, c'est que nous, on a des périodes de tournage qui doivent être très courtes. Un animal, tu vois, ça dort entre 18 à 22 heures par jour en fonction de la race et l'espèce, tu vois. Donc tu peux pas le maintenir sur un tournage très longtemps. Donc tu peux pas, enfin, vraiment, soit t'en prends beaucoup, ce qui est généralement nous le cas, hein, tu vois, dans les pubs, on va en avoir plusieurs. Donc du coup, on a des slots comme ça d'1 heure, où l'animal qui démarre à 9 heures, bon il part à 10h, à 11h il est chez lui, tu vois. Enfin, donc on a vraiment des slots comme ça, et ça c'est une vraie spécificité, parce que ça effectivement t'as pas ça quand tu tournes une pub pour un humain, quoi. Tu peux la refaire 40 fois. Nous on la refait pas 40 fois, quoi. C'est vraiment mais comme les créateurs de contenu, quand ils ont un shoot à faire ou autre, bon après ils connaissent leurs animaux, tu vois, ils vivent avec. Mais tu peux pas le sursolliciter, tu vois. Enfin, après ça peut le dégoûter, et tu peux pas forcer un animal. Enfin, il y en a évidemment, ils pourraient le contraindre, mais on est en 2025, tu vois, c'est pas le concept. Mais il y en a bien sûr, ouais, que tu vas devoir concilier avec eux pour voir ce qu'ils peuvent, tu vois, ce qu'ils sont en mesure de donner et ce que toi tu vas réussir à avoir de ce que tu avais en tête, quoi. Et sans nous dire qui, est-ce que tu pourrais nous donner un montant du chien coûter le plus cher sur une campagne, pour avoir un peu une idée de ce que ça peut coûter, et à l'inverse, quel est le prix moyen d'un animal pour une campagne? Ouais, alors c'est une excellente question, parce que en chien qu'on a payé le plus cher, je pense que ce serait plus à l'année que par campagne, parce que finalement, comme je te disais, en France, t'en as effectivement qui atteignent les 500K et autres, mais même les chiens acteurs, tu restes quand même dans une économie qui est modérée par rapport à effectivement le lifestyle humain, où tu peux vite arriver sur des sommes, ou quand tu es sur une collaboration 360, où le créateur de contenu va te faire un podcast, va te faire des vidéos YouTube, tu peux vite arriver sur des montants où tout le monde est un peu en mode oh waouh, c'est incroyable. Nous, tu vois, les collabs, je pense que tu vois, pour les plus grands comptes, ils peuvent te demander entre 15 à 30K en fonction de ce qui est demandé. Mais tu vas rarement dans des sommes complètement folles. T'as pas c'est pas dingue. Non, c'est pas dingue. Non, c'est pas. Non, par contre, après, tu vois, il y en a qui arrivent à faire ça 3-4 fois par mois, tu vois. Donc, à la fin du mois, c'est très, très cool. Bien sûr. Mais, il y en a peu, quand même, qui en vivent. En France, ils doivent être une quinzaine maintenant à en vivre. Les autres, généralement, font ça à côté de leur travail. Et puis, t'as quand même la particularité, faut être honnête, c'est que nous, les comptes de Pet Influence,
Alors, bien sûr, après, tu peux dire que tu reprends un chien ou un chat, mais la durée de vie de l'animal, elle est beaucoup plus courte, tu vois. Donc, tu peux l'avoir 10 ans sur Instagram. Bon, bah déjà, quand t'es un maître un peu responsable, quand il est en fin de vie, t'évites de l'emmerder, tu vois, à lui faire des photos, des vidéos, voilà, ça le fait pas trop. Mais donc, du coup, t'as quand même cette spécificité qui fait que je sais pas si tu lâches ton CDI dans une banque, une assurance ou à l'hôpital ou je sais pas où, tu vois, mais c'est un peu plus risqué, quoi. Tout à l'heure, tu citais les noms de Nolita et de Caroline Receveur, qui sont des influenceuses très très connues et qui marchent, qui fonctionnent très bien. Est-ce que toi aussi, par exemple, dans le domaine animalier, tu as comme ça des animaux stars qui transforment beaucoup? Oui, bah typiquement Malcolm, c'est vraiment c'est le premier compte. Il y avait MJ qui était là avant lui, qui était un beagle toulousain, qui était le premier de France. Donc lui, vraiment, il a fait tous les plateaux télé, quotidien. C'était le parrain du rugby club de Toulouse. Tu vois, il était avec Big Flo et Oli. C'est vraiment la star canine de référence et qui a eu vraiment son moment de gloire pendant 4-5 ans. Parce que c'était le premier chien blogueur influenceur. Donc lui, c'était vraiment le plus connu et c'est celui qui convertissait le mieux parce que c'est aussi les tout débuts. Et l'influence convertissait très bien au début. Et non pas qu'elle convertisse moins maintenant, c'est que maintenant, toutes les marques quasiment font de l'influence. Donc forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure, bah tu dilues un peu la conversion, tu vois. Alors qu'au début, nous, les clients qui faisaient de l'influence, ça convertissait à fond, tu vois. Et je dis pas du tout que ça convertit plus. Mais c'est plus difficile versus avant quand tu mettais 1 euro, t'avais 10 euros de retour sur investissement, tu vois. Maintenant, j'ai pas les derniers chiffres des études, mais on n'est plus là-dessus, tu vois. Donc t'as Malcolm qui est le chien de mec qui est aussi très très connu, et après t'en as pas mal d'autres. T'as Mister Koda, t'as Rio Co, Pumba the Lion, Justine WDM, qui eux sont un peu les petfluencers qui sont très connus, ou dès qu'ils arrivent sur un événement, tu vois, leurs communautés sont trop contents de les voir. Tu vois, c'est vraiment eux, on va dire, c'est les stars du milieu. Et j'en oublie parce que t'en as d'autres, mais effectivement, t'as aussi les stars, c'est clair. C'est impressionnant. Et aujourd'hui, quand tu as un client à 360 qui du coup fait appel à tous les services que tu as en agence, RPA, influence, etc., quel est le poste ou quelles sont les dépenses qui sont quels sont les investissements, le plus important pour le client? Alors, il y a quelque chose qui est assez drôle, tu vois, et c'est que moi j'ai toujours fait des relations presse, parce que Benoît, tu me connais assez, mais tu sais que moi j'ai évolué dans l'univers de la télé, mais des médias de manière générale, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça a été mon business, oui et non. J'étais payé quand même en tant que chroniqueur quand je le faisais sur différentes émissions, et particulièrement William à midi parce que c'est là où je l'ai fait le plus souvent. Mais j'ai toujours été hyper attaché aux médias, j'aime bien ça. Depuis que je suis petit, c'est peut-être un peu ma deuxième passion après les animaux d'ailleurs, tu vois, finalement. Je t'ai jamais dit, il fallait que je vienne sur son podcast pour le réaliser. Et ça, en fait, c'est vrai que les relations de presse, c'était un peu tu vois, maintenant tout le monde veut être influenceur, créateur de contenu et tout. Donc, c'est vrai que le pôle influence et social media à l'agence, eux réunis, ils représentent 60% du chiffre d'affaires, tu vois, facile. D'accord. Donc, c'est vraiment encore ce que les gens viennent chercher. Mais par contre, le pôle presse qui était celui qu'on développait pas, avec l'intelligence artificielle, il est en train d'exploser, tu vois, ils étaient 4 au pôle, maintenant ils sont 7, et on a de plus en plus de demandes, parce que tout simplement, quand tu poses une question au chat ou à ChatGPT, en fait, il absorbe le contenu de Google et d'internet de manière générale, mais bien sûr on pense à Google en premier, et du coup forcément si tu n'existes pas en tant que marque, du coup qui a des relations de presse, tu vas pas apparaître sur l'IA. Parce que moi, par exemple, je fais partie d'une génération, mes parents, typiquement, ils cherchent encore sur Google. Moi et mes potes, dès qu'on a une question, on va plus sur Google, tu vois. Donc, les sites de contenu qui existaient avant sur Google, tu vois, ils ont plus le trafic et tout, parce que moi, je vais direct sur ChatGPT. Tu vois, je cuisine pas, donc, mais tu vois, mes potes qui cuisinent, ils vont checker, je sais pas, j'ai deux œufs, de la crème, de la ciboulette, je sais pas, qu'est-ce que je fais avec ça, tu vois. Bon, là, je pense qu'il va dire une omelette, tu vois, mais et en fait, typiquement, moi, j'ai pas mal, tu vois, j'ai des assurances pour chiens et chats.
l'assurance pour chien et chat, mon client, il a forcément envie que quand le pet parent, qui est un millennials ou la Gen Z, mette quelle est la bonne assurance pour mon animal, il a envie que ce soit son assurance qui arrive en premier. Et si t'as pas bossé tes relations presse, et ça existe plus, tu vois. Et ça, c'est des métiers, tu vois. On dit toujours que l'IA, ça va remplacer tous les métiers, etc., etc. Et finalement, tu vois, nous, c'est un peu l'inverse. C'est que ce pôle qui était là et qui marchait bien, mais qui n'était pas un pôle sur lequel on allait typiquement beaucoup investir, où on n'avait pas une demande énorme. On avait une vraie demande. Ça a toujours été un pôle un peu historique et un pilier de l'agence, mais c'est par rapport à l'influence ou le social media, où là, c'était tout le temps bam, bam, bam. Et là, c'est lui qui est comme ça, parce que les clients, ils veulent vraiment exister sur l'IA, tu vois, et que leurs produits soient référencés, que ça sorte et que ce soit recommandé. Tout à l'heure, tu me disais que tu avais vu une vraie évolution sur ces 10 dernières années en termes de marché et de business. Comment tu vois ton business dans 5 ans ? Ça, c'est hyper dur à dire, mais je pense que déjà, effectivement, l'IA sera encore plus présente. Donc, il y a peut-être des choses, tu vois, qu'on va gérer différemment. Après, je pense quand même que, tu vois, même sur la production de photos vidéo, je sais que c'est quelque chose qui fait assez peur au secteur et aux professionnels du milieu. Mais à moins que ce soit hyper bien fait, parce que là, t'as quand même des contenus IA qui sont bien faits. Mais bon, si t'as l'œil, tu le vois assez rapidement, tu vois quand même que c'est une IA. Et typiquement, je trouve que on est encore tous assez contents de regarder des contenus originaux versus du contenu IA, tu vois. Donc, même si de temps en temps, c'est pratique quand tu veux faire passer un message, que tu veux faire une pub, je pense que l'IA, typiquement, ça aura vraiment une partie prenante quand même dans la création, dans la gestion des réseaux sociaux. Je pense qu'il y aura de plus en plus de choses qu'on fera avec ça, c'est évident. L'influence, c'est toujours dur à dire parce que c'est toujours en constante évolution. Donc, et puis, tu as typiquement, moi, dans mon univers, là, sur la dernière année, ce qui a marqué un peu la pet influence, c'est l'arrivée des vétérinaires sur les réseaux sociaux. Tu vois, nous maintenant, il y a plein de vétérinaires créateurs de contenu qui viennent, qui parlent et dont, tu vois, Nico Veto, Sacha Bourlon et tout, tu vois, qui ont Nico, c'est en centaines de milliers de followers. Je pense que Sacha aussi d'ailleurs. Et ça, par exemple, c'est nouveau. Tu vois, ça n'existait pas du tout avant. T'avais pas de veto qui parlait comme ça sur les réseaux, qui donnait des tips aux gens, qui les sensibilisait. Ça n'existait pas. Et donc, du coup, tu vois, nous, on a eu aussi un engouement des marques pour aller vers ces créateurs de contenu parce qu'ils avaient une vraie expertise vu que c'est des vétérinaires. Bien sûr. Et donc, du coup, c'est toujours assez difficile de savoir. Parfois, t'as l'impression que ça va un peu stagner, parce que t'as pas de nouveaux talents qui vont arriver et tout. Puis d'un côté, tu vas en avoir carrément, là, je te dis, c'est carrément toute une profession qui arrive et qui va sur les réseaux. Et toujours cette question, tu vois, de TikTok et finalement, est-ce que Snapchat va revenir? Et tu vois, c'est toujours plus des questions de réseau que finalement que d'influence à proprement parler, quoi. J'ai une dernière question à te poser, l'avant-dernière, pardon. Est-ce que tu penses que tu parlais de l'IA, est-ce que tu penses que parce que ça va tellement vite que d'ici 1 an ou 2, une marque sera capable de faire une campagne, en tout cas digitale, sans faire appel à un chien et en le créant comme on peut le faire via ChatGPT ou d'autres outils IA? Oui, alors oui, je pense bien sûr. Après, je pense qu'en plus l'IA, tu arrives très bien à reproduire certaines mimiques. Et même moi, tu vois, parfois, bon, c'est un peu quand je suis mal réveillé, mais je vais regarder à 2 fois sur certains contenus pour être en mode, attends, là, c'est bon, en 10 secondes, c'est grillé, tu vois que c'est de l'IA, tu vois. Mais au tout début de prime abord, tu vois, tu dis, ah ouais, le prompt, il est bien fait, tu vois, ils ont fait une jolie IA, etc. Tu vois. Après, de toute façon, c'est déjà possible. Nous, on le fait, tu vois, on a Dogami qui est une entreprise sur le Web 3, tu vois, avec qui est vraiment un jeu un peu comme les Sims, mais avec des chiens, où tout est fait par graphisme et par IA. Et c'est complètement le cas et c'est plutôt bien fait, tu vois. Après, le chien et le chat, c'est tellement vecteur d'émotion chez les gens. Tu vois, que ce soit l'émotion qui te serre le cœur parce que ça te rend triste ou parce que, les chiens et les chats, ça, pas chez tout le monde, parce qu'il y en a qui détestent les chiens et les chats, mais pour la majeure partie des Français, les animaux leur déclenchent une émotion, tu vois. Et ça, oui, tu peux le faire avec une IA, mais je trouve ça un peu dommage, tu vois. Je pense qu'on aura quand même toujours besoin de nous là-dessus.
Après, oui, toi, ça peut te permettre. Tu vois, nous, on est les premiers à utiliser de l'IA de temps en temps. Tu vois, sur un budget qui est compliqué où justement tu peux pas faire le truc, tu vas pas aller tourner un coup à Los Angeles, l'autre coup à Shanghai, machin. Bon, bah, l'IA, ça te permet de faire des choses où tu vas pouvoir un peu améliorer ton spot, par exemple. Et donc, ça, oui, je pense que ce sera complètement présent. Par contre, je pense que l'IA remplacera jamais un chien et un chat, par exemple. Bien sûr. Et heureusement, d'ailleurs. Oui. Et, dernière question, quelles sont un peu les actus de ton agence? Je crois que notamment tu as, on en parlait tout à l'heure rapidement, un événement sous forme de trophée que tu fais à Cannes, qui avait été animé dans, si je dis une bonne mémoire, par Sandrine Narcisé, et Christophe Beaugrand aussi. Alors, enfin voilà, quelles sont un peu les dernières actus et Alors les dernières actus, effectivement, c'était, enfin, elle est pas vieille celle-là puisqu'elle a un mois. C'était au Festival de Cannes où on a lancé donc la première édition des Powards, qui sont tout simplement pour récompenser les animaux dans la culture, puisque tu as des prix pour le meilleur acteur, le meilleur livre, etc. Mais il n'y avait pas de cérémonie qui récompensait à proprement parler les animaux, alors que t'as là dans tous les films, dans toutes les séries. Enfin, il y en a même qui leur est complètement dédié. Et du coup, on trouvait ça un peu dommage. Donc, on a lancé ça cette année et franchement, ça a été plutôt un vrai succès. Donc, on est ravis. Tu vois, il y a eu beaucoup de people qui sont venus, de créateurs de contenu. On a eu pas mal de retombées presse, donc on était hyper contents. Effectivement, Christophe qui nous a animé ça avait à merveille. Et Sandrine et Elodie qui ont été, donc Sandrine Narcisse et Elodie Ageron qui ont été récompensés pour leurs 20 ans de carrière à donner parole aux animaux et qui était aussi, suite à l'arrêt de la chaîne C8, un moyen de les remercier, etc. Et donc ça, c'était un peu la première actu. Et après, sinon, c'est vrai que nous, en tant qu'agence, évidemment, tu dois exister en tant qu'agence, mais après, c'est souvent les actus de nos clients, tu vois. Donc là, je te disais, on vient d'ouvrir le premier social club canin, donc c'est assez fou. Ce week-end, on fête les 50 Parrot World, c'est le plus grand refuge pour perroquets en Europe, tu vois, qui est à Crécy-la-Chapelle. Donc, tu vois, après, nous, on va vachement s'adapter quand même et caler nos agendas sur effectivement ceux de nos clients, parce que nous, notre mission, c'est évidemment d'exister dans l'écosystème parce que on doit être reconnu comme l'agence experte, mais surtout et avant tout de faire briller nos clients, tu vois, c'est pour ça qu'on est là. Parfait, merci beaucoup pour tes conseils, Yohan. Et puis je te souhaite une bonne réussite, même si c'est déjà le cas, en tout cas une bonne continuité. Merci beaucoup, Benoît, merci pour cet échange.